Quel plaisir aujourd'hui tu trouves à doubler, parce que tu me dis ça me fait 20 ans que tu fais ça. Ouais, Quel ouais. plaisir aujourd'hui tu trouves à doubler comme ça Eh ben, j'ai de plus en plus de plaisir en fait, parce que effectivement, plus t'avances dans le truc, plus tu t'es sûr de toi un petit peu quand même, et donc t'es vraiment maintenant que dans le jeu, que dans le voilà, même dans des propositions que tu peux faire, qui peuvent casser un petit peu le truc, dans les ruptures, tu peux davantage t'amuser quand t'as plus confiance, quoi. Et donc voilà, maintenant, plus j'ai confiance, plus je me sens à l'aise et plus j'ai du plaisir. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et aujourd'hui, baby, on va parler de l'agent secret le plus groovy de l'histoire du cinéma, président du swag avant même que le mot ne soit inventé. Je parle bien entendu de Austin Powers. Austin Powers est une trilogie de films sortis entre 1997 et 2003, réalisée par Jay Roach et écrite entre autres par Mike Myers qui joue aussi le rôle titre. Austin Powers est un agent secret britannique des 60s, ennemi juré du Docteur d'Enfer, sinistre mégalomane qui veut régner sur le monde, et joué lui aussi par Mike Myers. Dans le premier opus, le Docteur d'Enfer est envoyé dans l'espace pour revenir des années plus tard. Le gouvernement britannique décide donc, en prévision de son retour hypothétique, de cryogéniser Austin Powers. Et bien évidemment, lorsque le Docteur d'Enfer revient dans les années 90, lui et Austin vont, en plus de se livrer une bataille internationale, se confronter au monde des années 90. Un monde qui a beaucoup changé. La guerre froide est finie aujourd'hui. Sans blague. Enfin, ces sales porcs capitalistes vont payer leurs crimes, hein, camarades, hein? Austin, c'est nous qui avons gagné. Oh, génial, super. Vive le capitalisme, alors. Ah oui, j'ai totalement oublié de vous prévenir. C'est une comédie, Austin Powers, en fait. Bien entendu, il s'agit d'un pastiche des films d'espionnage. Sont tournés en dérision les propositions coquines à James Bond, les méchants chauves qui veulent des rançons démentielles, qui ont un chat et qui tuent de manière étonnamment élaborée, les hommes de main allemands et borgnes, et bien évidemment la confrontation de toutes ces personnes avec la fin de la guerre froide, qui était quand même la raison d'être des espions d'Europe de l'Ouest, et particulièrement l'Angleterre. Ah puis non, faisons ce qu'on a toujours fait. Volons une arme nucléaire et prenons le monde en otage. Bon. Mais au-delà de ça, Austin Powers a réussi à créer son propre univers, notamment grâce à son personnage principal, synthèse de la liberté de la période des 60s, notamment de la libération sexuelle, à une époque où l'épidémie de sida n'était pas encore d'actualité. On peut également parler de la confrontation du grand méchant avec la paternité qu'il n'arrive pas très bien à gérer. Où tu vas? On se fait un câlin? Bref, tout ça fait de Austin Powers une trilogie comique dont je suis assez friand. Eh ben c'est bien, il aime Austin Powers, c'est super, mais pourquoi t'en parles maintenant alors que la série est morte et enterrée? Et pourquoi t'en parles dans Parlons VF? Y a vraiment des choses intéressantes à dire sur la VF? Moi, il y a pas mal de trucs à dire sur la VF. Mais commençons par le début. Austin Powers International Man of Mystery, plus communément appelé Austin Powers, sort en France en 1997. Le film est distribué en France par la Métropolitane et de fait le doublage a été confié à leur duo phare qui a travaillé sur énormément de films et de séries, Daniel et Déborah Perret. Alors sœur, cousine, mère et fille... Mère et fille. Commençons par parler de l'adaptation très réussie. Il y avait, dès le premier opus, un vocabulaire extirpé de l'anglais britannique, notamment des années 60-70, qu'il convenait de retranscrire correctement. Le mot qui représente bien ça, c'est shag. Shag en anglais britannique, ça veut dire baiser, mais pour le public américain, c'est beaucoup moins vulgaire que fuck, ce qui lui a évité une interdiction trop sévère. Oui, parce que le film reste très bon enfant. Mais alors, comment traduire ça en français? Baiser peut sembler trop violent, et aussi un brin trop moderne pour Austin Powers qui vient quand même des années 60. Alors on a choisi niquer. Un peu passé de mode aujourd'hui, sauf dans l'expression je te nique ta race. Oui, aujourd'hui on ne nique que des races. L'expression avait la cote dans les années 90 et son verlan Kenny est devenu Ken et est très populaire aujourd'hui. Pardon, on n'est pas là pour faire de l'étymologie. Donc on nique. Ni trop vulgaire, ni pas assez, on est dans un compromis plutôt honnête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nique maintenant ou on nique tout de suite? Et on peut, comme en VO, décliner ce mot en différentes expressions, comme par exemple le shagadelic qui devient niquédélique. Vraiment niquédélique. Niquédélique, je trouve que ça marche bien franchement.
l'adaptatrice s'est également lâchée au niveau du nom des personnages. Si le Docteur Evil devient le Docteur d'Enfer, ce qui colle très bien tant dans l'esprit que dans la synchro, certains autres noms qui n'en avaient pas spécialement besoin ont été retouchés, comme Patty O'Brien qui devient Patty O'Maboule. On peut également parler de Random Task, parodie de Odd Job. Odd Job, Random Task, vous l'avez ? Qui devient Osvaldo Biglat. Osvaldo Biglat. Non mais écoute, fais comme tu veux. Hein. Au-delà de ces quelques ajouts, il fallait également traduire le nom de la secrétaire italienne de numéro 2, Lotta. Lotta Vagina. Come again? A lot of vagina. Ah, I'm sorry, I'm just not getting it. It sounded like you said your name was a lot of, Never mind. Alors comment garder cette blague ? Delta. Delta de vagin. Pardon, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'appelait Delta de Oublions. Franchement, ça marche de ouf. Alors on perd l'origine italienne du prénom, même si la référence est conservée par la suite. Mais arrête d'en faire un plat, cette italienne en manque, d'accord ? Mais comme elle n'apportait rien à l'histoire, franchement, y a rien à regretter. On se demande juste quel genre de parent extrêmement cruel appellerait sa fille comme ça. Oh, il est trop mignon. Et vous l'avez appelé comment ? Delta. Ah oui, comme la lettre grecque. Exactement. Comme la lettre grecque. En revanche, ce qui marche un poil moins bien, c'est la traduction des références. Genre une allusion à Liberace qui devient une allusion à Rock Hudson. Un peu plus connu en France, certes, mais Liberace restait, je pense, à la portée du public français. Fall of the Berlin Wall, first female British Prime Minister, end of apartheid. Yeah, and I can't believe Liberace was gay. Ou encore la référence à Lucky Charm, une marque de céréales dont les publicités sont très connues outre-Atlantique et qui devient... franchement, je sais pas. C'est une publicité, vous devez connaître. On vend des bijoux porte-bonheur. Des femmes courent après un monsieur qui les vend en criant « Moi, j'en veux, je veux un porte-bonheur. » Et le monsieur finit par donner un bijou à toutes les femmes en disant « Moi, elles ne m'auront pas, elles ont leurs bijoux, elles sont contentes et lui aussi, c'est drôle. » Mais bon, franchement, tout ça n'est pas très important. L'important, c'est que les blagues fonctionnent. Aussi bien celles sur les jeux de mots, les blagues référentielles, celles sur le décalage des personnages, les échanges sont bien rythmés et servis par de bons acteurs. Mais que voilà une belle transition pour parler de la direction artistique. Lorsque Austin Powers, premier du nom, sort en 1997, Mike Myers a assez peu de films à son actif. 3 à vrai dire, quand Harriet découpe Charlie où il est doublé par Jean-Philippe Martin, et les 2 Wayne's World où il est doublé par Emmanuel Curtis. Non. 1997, c'est également une période de renouveau pour James Bond. La saga venait en effet de sortir d'une période d'hibernation à la suite d'un différend juridique, alors que les derniers films avec Timothy Dalton n'avaient pas été de grands succès au box-office, le tout alors que la guerre froide se terminait à peine. Pour moderniser un petit peu la saga, les producteurs offrirent le rôle de James Bond à Pierce Brosnan, doublé en France par Emmanuel Giacomi sur GoldenEye sorti en 1995 et Demain ne meurt jamais sorti en 1997, 2 semaines après Austin Powers 1 en France qui tombe donc à point nommé. Daniel Perret a donc eu l'idée que je trouve géniale d'appeler Emmanuel Giacomi pour doubler Austin Powers. C'est donc la voix du James Bond en date qui double sa parodie. C'est génial! C'est génial parce que même si Emmanuel Giacomi, voix française de Denzel Washington, Forest Whitaker et Russell Crowe depuis la mort de Mark Elfos en alternance avec Patrick Bethune, a un timbre peut-être un peu trop grave pour le rôle, toute la moquerie et la dérision faite au film d'espionnage, genre de fille qui adore s'envoyer en l'air, passe par la voix de celui qui l'interprète à ce moment-là. Je crois que ce garçon a perdu la tête. L'ironie est mordante et c'est génial d'entendre la voix de James Bond interpréter sa propre version décalée. C'est comme si on demandait à Philippe Valmont, qui joue Batman dans The Dark Knight, de doubler sa version parodique de... Voilà, c'est ça. Exactement ça. Au-delà de cet aspect-là du choix de Giacomi, celui-ci est plutôt bon en Austin Powers. Il est autant à l'aise sur les phases de sérieux, et oui, il y en a, que sur les phases à l'ouest du personnage. Il lui insuffle ce qu'il faut de fantaisie, peut-être un peu moins qu'en VO, mais il reste très bon. Vanessa, je t'explique. Voilà ce qui s'est passé. J'étais là pour chercher le docteur d'enfer, et d'un seul coup, ces femmes robots se sont amenées. Il s'est mis à leur sortir de la fumée des nibards. J'ai dû jouer mon sex-appeal contre leur sex-appeal. Ça a donné un énorme courju, et leurs têtes ont explosé. Tu sais ce que c'est? Je me suis retrouvé en caleçon et...
Si dans le film Austin Powers et le Docteur d'Enfer sont tous les deux joués par Mike Myers, ce n'est pas le cas en VF où le Docteur est doublé par Gérard Loussine, un acteur français d'origine arménienne qui a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, mais assez peu de doublage. Quasiment rien à vrai dire, hein. Tom dans Tom et Jerry le film. Vous n'avez pas autre chose? Si, j'ai un petit fond d'Armagnac. C'est des cousins qui ont une ferme là-bas. Et ils ont tout ce qu'il faut, hein. C'est fait maison. C'est fait avec... Ta gueule, parce que... Alors l'idée peut paraître surprenante, c'est vrai, mais très sincèrement, il ne pouvait pas en être autrement. Si Austin Powers a une voix typique de James Bond, le Docteur d'Enfer doit avoir une voix typique de méchant de James Bond. Et Gérard Loussine, avec son timbre très monocorde, son phrasé très détaché, correspond parfaitement à l'interprétation de Mike Myers en VO. Using these lasers, we punch a hole in the protective layer around the world, which we call the ozone layer. Lentement mais sûrement, le rayonnement ultraviolet bombarde la Terre, multipliant les cancers de la peau, et nous n'arrêterions les lasers que dans le cas où le monde accepte de verser une énorme rançon. Franchement, on pourrait râler sur le fait que les deux personnages ne sont pas interprétés en VF par le même comédien. Mais très sincèrement, je pense pas qu'Emmanuel Giacomi aurait fait un très bon Docteur d'Enfer. Tout comme je pense pas que Gérard Loussine aurait fait un très bon Austin Powers. Mais comme le dit la formule consacrée, à eux deux, ils sont imbattables. Ajoutez à cela le légendaire Dominique Paturel dans la peau de Robert Wagner qu'il double depuis les années 70, et Vanessa, doublée par Raphaël Moutier, voix française d'énormément d'excellentes actrices. Vous l'aurez compris, j'aime la VF du premier Austin Powers autant que j'aime le film lui-même. Les blagues fonctionnent très bien, l'adaptation est réussie, les comédiens sont bons et bien choisis, même si le choix de Giacomi fait pas l'unanimité. C'est donc avec une certaine surprise que j'ai découvert Austin Powers 2, avec son cast VF légèrement remanié et son ton très... différent. Car oui, 2 ans après ce premier opus, voilà Tipa que sort sur nos écrans Austin Powers, l'espion qui m'a tiré, dont le titre parodie le film L'espion qui m'aimait. Le Docteur d'Enfer, persuadé qu'Austin Powers tire sa force de son mojo, autrement dit son truc, son fluide sexuel, ce que les Français qualifient de... je ne sais quoi. Décide de retourner dans le passé pour le dérober à l'aide de son agent infiltré Gras Double, interprété encore une fois par Mike Myers. Déboussolé, Austin décide de remonter dans le temps pour attraper le Docteur d'Enfer, aidé de sa nouvelle Powers Girl, l'agente américaine Felicity Bonbase. Un opus très... différent du premier. Laissant tomber le côté pastiche de films d'espionnage et y compris ses aspects sérieux, Austin Powers 2 développe ici son propre univers, multipliant les gags absurdes et les personnages loufoques. Un clone miniature du Docteur d'Enfer, baptisé Mini-Moi. Un obèse qui mange des bébés, un voyage sur la Lune, pourquoi pas, hein, des méchants increvables. D'ailleurs, on remarquera qu'il se débarrasse assez vite de son héritage du premier volet. Austin était marié à Vanessa à la fin du premier opus? Bah en fait non, c'était un robot, lol. Oui, nous le savions tous ici depuis un certain temps, désolé. Le Docteur d'Enfer était retourné dans l'espace? Bah en fait non, il est revenu, il fait une apparition chez Jerry Springer, MDR. J'ai encore rien fait. Quant au paradoxe qui pourrait être engendré par des voyages dans le temps... C'est inutile de vous faire du souci pour ces questions techniques. Profitez du voyage et divertissez-vous. Ce conseil est valable pour vous aussi. Il a raison. Commençons par parler de l'adaptation, toujours signée par Déborah Perret. Plusieurs changements ont eu lieu, notamment au niveau des gimmicks. Des phrases clés du premier opus se sont retrouvées dotées d'une nouvelle traduction. Par exemple le qui était traduit dans le premier opus tantôt par Calmons-nous, tantôt par un peu de tenue, devient ici définitivement dans ce deuxième opus un peu de tenue. Si je peux l'éviter, je préfère. Difficile de dire si c'est juste pour que ce gag passe mieux ou si c'est un vrai changement de position. Dans le même style, on a Baby. You're right, baby. 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 Phrase traduite dans le premier opus par poupée. Faites-moi le plaisir de ne plus m'appeler poupée. Et désormais laissée telle quelle dans le deuxième opus. Baby. ça fait beaucoup de baby. J'entrevois 2 explications pour ce changement. Numéro 1, c'est une décision des clients s'appuyant sur le fait que la saga Austin Powers rencontre un succès international, qu'un 3e opus est en préparation, un jeu vidéo, et donc puisque l'univers se franchise, autant se créer un vocabulaire étendu sur toutes les licences, d'autant plus que... Et sinon, numéro 2... Attends une minute... En fait, Groovy Baby, tout le monde comprend. Bah oui, pourquoi je me prends la tête, moi? Et puisqu'on est dans les catchphrases, j'aimerais vous parler d'un cas particulier très intéressant à analyser, le right.
Une seule occurrence pour cette phrase fétiche du Docteur d'Enfer dans le premier opus, dans un gag où numéro 2 lui explique que ils ont pas réussi à avoir des requins avec des lasers sur la tête. Pourquoi est-ce que je vous pète tous? Dites-le moi. Bien, alors qu'est-ce que nous avons? Des bars. Ben voyons. Il s'agit, bien sûr, de mutants. Bien sûr. On les a rendus féroces. Oui, bien entendu. C'est déjà ça. C'est un début. Voilà qui est effectivement très drôle, en tout cas moi personnellement ça me fait mourir de rire, mais ce bavoyon n'est absolument pas approprié pour les occurrences de ce deuxième volet. You look so... right. And I'll get your baby. Right. Non, clairement ici le right n'a pas du tout la même signification. Il faudra le traduire par... voyons voir. C'est grotesque, comment pourrait-on dire? C'est cela... Ouais. Tellement de choses à dire. La légende raconte qu'environ une fois par décennie, une réplique made in France fait tellement de bruit, est un tel succès populaire qu'elle rentre dans le langage courant et finit par être utilisée de manière totalement naturelle, sans que personne ou presque n'y prête attention plus que ça. C'est le cas ici avec le... C'est cela... tiré du film ultra méga giga cultissimo rediffusé d'année en année au moins 2 fois par chaîne, Le Père Noël est une ordure. C'est cela, oui. Alors vous vous dites peut-être que c'est une pratique du passé et qu'on ne le fait plus aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous, car de nombreuses VF, même sérieuses, même récentes, continuent de citer du Jamel Debbouze. Oh non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai! J'ai d'ailleurs beaucoup de mal avec ça dans la mesure où c'est une énorme faute grammaticale, mais visiblement il n'y a que moi que ça choque, donc... Pour revenir au c'est cela, il est juste parfait dans la bouche du Docteur d'Enfer, correspondant parfaitement à son ton monocorde et froid. Et c'est d'ailleurs la seule fois de la VF où... Attends, non. Ouais non, j'ai pris un peu d'avance là par rapport à l'émission, on y reviendra plus tard. Pour terminer avec l'adaptation, elle est, comme celle du premier, de très bonne facture. Les gags, les jeux de mots, tout cela fonctionne assez bien, même si certaines blagues restent, quoi qu'il en soit, parfaitement intraduisibles. Do you remember me? Austin Powers. I don't recall your name, but your fez is familiar. Les dialogues sont très vivants, très péchus et servis par d'excellents comédiens. Et justement, parlons-en des comédiens. Daniel Perret, qui signe une fois de plus la direction artistique de cette VF, s'est fait plaisir au niveau du casting. On passe sur Jean-Philippe Puy-Martin, président des États-Unis. On a des missiles à tête nucléaire, laissez-moi en foutre un sur la gueule de ce... Et Richard fucking Darbois pour la voix off introductive. Austin Powers, agent secret international, a été congelé en 1967 et décongelé dans les années 90 pour éliminer son ennemi juré, le maléfique Docteur d'Enfer. Et parlons directement des comédiens principaux et surtout du comédien principal. Oui, car si le premier opus était assez sérieux dans son pastiche des films d'espionnage, ce deuxième opus, beaucoup plus délirant, beaucoup plus en roue libre, se prêtait beaucoup moins à l'idée d'un James Bond double sa parodie. Choix a donc été fait de faire doubler Mike Myers et tous ses personnages par celui qui l'avait doublé dans Wayne's World 1, 2 et Mystery Alaska, Emmanuel Curtil. Et ai-je vraiment besoin de présenter Emmanuel Curtil? Bon, en un mot, c'est la voix de Jim Carrey. Bon, évidemment, c'est pas que la voix de Jim Carrey, c'est aussi la voix de Matthew Perry, Johnny Knoxville, Sacha Baron Cohen, Simba, Kronk, Moïse, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est surtout en tant que Jim Carrey que les gens le reconnaissent. Jim Carrey et Mike Myers. Bon, Emmanuel Curtil interprète donc Austin Powers, Docteur d'Enfer et Gras-Double. Et au-delà du fait qu'Emmanuel Curtil avait déjà doublé Mike Myers, l'idée était bonne parce que, habitué qu'il est à Jim Carrey et à différents dessins animés, il est parfaitement capable de prendre différentes voix, de jongler entre différentes intonations et donc d'interpréter différents personnages. Bon, il est clairement très bon en Austin. Collant à merveille à son côté foufou, Curtil joue à fond avec ses mimiques, ses blagues, sans parler du fait que son timbre colle beaucoup plus à celui de Myers. Je ne crois pas avoir eu plaisir. C'est normal que t'aies pas pu avoir de plaisir, Rebecca.
J'arrive à peine, baby. Même chose pour Gradouble. Épaississant à merveille sa voix, je sais pas si ce mot existe, il arrive parfaitement à retransmettre le côté malsain, le côté grossier, graveleux, le côté gros porc du personnage. Je vais vous laisser tomber un de ces étrons qui rendrait marteau à un âne. Quant au Docteur d'Enfer... Wow. Attends, tu vas quand même pas dire du mal d'Emmanuel Curtil. Non, enfin oui, mais... Ouh, fais tellement attention à ce que tu vas dire, mon gars. Bon, selon moi, selon mon avis propre, personnel, subjectif et qui n'a pas vocation à devenir une référence, je trouve que Emmanuel Curtil est un mauvais Docteur d'Enfer. Bon, alors, soyons clairs tout de suite. Je suis un très gros fan d'Emmanuel Curtil. Je trouve incroyable le talent avec lequel il double Jim Carrey, ses interviews sont passionnantes, il fait partie de ceux qui ont œuvré à revaloriser et remettre en lumière le doublage avec la grève de Friends, et chacune de ses apparitions me remplit d'une joie intense. Mais je trouve que c'est un très mauvais Docteur d'Enfer. Dans le jeu original de Myers, on distingue bien le sautillant Austin Powers et le Docteur d'Enfer qui, même s'il est fortement dans l'autodérision et la facétie dans ce deuxième volet, reste monocorde, froid et calme dans ses intonations. C'est ce qui rend le personnage très particulier. Ladies and gentlemen, we're about to begin phase 2 of our evil project. Or is it phase I don't know phases. Anyways, this is the phase in which we put a giant laser on the moon. As you know, the moon rotates around the Earth like so. Le problème, c'est que Curtil le joue exactement comme Austin Powers. Écoutez, dès le début, on s'était promis que ça ne changerait rien entre nous. J'ai senti qu'on risquait de tomber amoureux et j'ai eu peur de te décevoir puisque j'ai plus mon mojo. C'est clair que je ne peux pas laisser mes sentiments m'empêcher de devenir le maître du monde, je le regrette. Et autant ça marche sur certains échanges, autant globalement je trouve que ça ne colle pas. Il est synchro, mais il n'est pas dans le ton, il y a une vraie dissonance je trouve entre la voix et le jeu de Curtil et ce que Myers joue à l'écran. Ça suffit, cette histoire devient vraiment ridicule, qu'on les abatte. Donc voilà, à titre personnel, je trouve qu'il ne marche pas vraiment sur le Docteur d'Enfer. À part ça, tout marche à merveille. Dominique Paturel assure toujours sur numéro 2, Heather Grahams, la Powers Girl, est doublée à nouveau par Raphaël Moutier, c'est chelou mais pourquoi pas. Pierre Tessier, la voix française de Ryan Reynolds, prend le relais de Olivier Jankovic sur Seth Green, qui le doublait dans le premier opus, ce qui n'est pas très gênant, d'abord parce que leurs voix se ressemblent beaucoup, et ensuite parce que Scott d'Enfer fait beaucoup moins gamin attardé et beaucoup plus cynisme décomplexé dans ce deuxième épisode. Eh ben mon pote Gigi, il m'a emmené dans un truc de jeu vidéo. Il y avait une bande de tarés là-bas, je vous dis pas. Tant qu'à utiliser cette machine, pourquoi tu ne vas pas plutôt trucider Austin Powers pendant que cet idiot démoule un bronze? Et que penses-tu de... Non, Scott, ça te va? Cela dit, un choix de la direction artistique m'a semblé incongru, mini-moi. Quoi, il est pas doublé? Bah, c'est même pas qu'il est pas doublé, il est juste devenu muet. Alors certes, Minimois a toujours été muet dans le sens qu'il ne parle pas, mais il émet malgré tout des petits bruits très particuliers. Petits bruits qui ont été tout simplement effacés de la plupart des scènes. I know we do it every time, however, it is important to... Minimi? Bon, je suis d'accord que ça manque un petit peu d'originalité, mais... Mini-moi? Incompréhensible. Tu chipotes pas un peu, toi? Bah jamais je chipote. Bon, en vrai, si, je chipote, parce que à part le Docteur d'Enfer, et encore, il nous offre quand même de grands moments de rire, tout est soigné dans cette VF, aussi bien l'adaptation que le casting. Mais bon, de base, je suis moins fan du deuxième opus, alors forcément, ça doit jouer un petit peu. Mais bref, il est grand temps de conclure cette rétrospective avec le troisième chapitre de cette trilogie, Austin Powers dans Goldmember. Dans ce troisième épisode, sorti en 2003, Austin Powers se retrouve à nouveau à crapahuter dans le temps et à retourner dans les 70s pour sauver son père, joué par Michael Caine, et retenu prisonnier par un allié du Docteur d'Enfer, le célèbre Goldmember, joué par Mike Myers encore. Non mais sans déconner, ça suffit maintenant. Heureusement, il sera aidé dans sa quête par Foxy Cléopatra et plusieurs agents infiltrés comme numéro 3, mais pas que. Encore plus délirant, encore plus déluré, encore plus n'importe quoi. En témoigne l'incroyable scène d'ouverture où la directrice artistique s'est fait plaisir à appeler toutes les voix attitrées des acteurs qui font un caméo. Hé, Trudy! Je suis par là! Je suis Mini-moi! Venez me choper!
Malgré tout, à titre personnel, j'accroche beaucoup moins à cet opus qu'aux deux précédents. Le film est plus lourdingue, plus vulgaire, plus balourd que les précédents à mon goût. Donc même si, évidemment, le côté Austin Powers continue de me plaire, c'est de loin l'opus auquel j'accroche le moins. Et non, parce que je te vois venir, aucun caméo d'un quelconque Pokémon ne me fera changer d'avis. Bon, je vais pas parler du film très longtemps parce que globalement, c'est on prend les mêmes et on recommence. Toujours le duo Perret et Perret aux commandes, toujours Emmanuel Curtil sur Mike Myers, qui de fait double aussi le hollandais Goldmember, et le fait très très bien. Ah, docteur d'enfer, est-ce que je peux peindre sa zigounette en doré? Chez mon dada. Je réponds non. Ça le landait de mes deux. C'est également toujours lui sur le Docteur d'Enfer, mais bizarrement il passe beaucoup mieux sur ce troisième opus. Non pas que Emmanuel Curtil soit particulièrement meilleur, mais surtout que le Docteur d'Enfer colle beaucoup mieux à Emmanuel Curtil, tant il devient de plus en plus délirant et faisant de plus en plus n'importe quoi. Moi aime le chocolat, pas vrai une fois, hein? Scotty n'aime pas ça. Oui, je vois ce que c'est. Ouais. Arrête. Je ne saurais le dire. Tu sais que ça me provoque de sérieux troubles psychologiques. Oh, je l'ignore. Oh, mais qu'est-ce que... Très bien. Tu veux que je te dise, hein? Je voudrais un morceau de chocolat. Et cela confirme ce que je me suis dit devant Austin Powers 2. Emmanuel Curtil n'est pas un bon Docteur d'Enfer, mais il est très à l'aise dès que Mike Myers sort du personnage pour en faire des caisses. Et dans ce troisième volet, il en fait des caisses. Trop. Beaucoup trop. J'ai vécu dans l'oubli sans job sur MTV, on l'a dans l'os, mon mini-moi et son boss, on nous cherche des crosses, l'enfer c'est ce qu'on connaît mon nom, je vais vous les plaire, D de Diabolo, E d'Electrico, N de Narciso, F de Fornico, d'esthétiquaire de rigolo. Austin m'a eu au premier acte, mais file-moi une Cadillac, et je ferai une prophétie pour mini-moi et compagnie, avec un coupé, si on est blindé on peut se la péter, domino, waouh. Ouais non, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et c'est d'autant plus dommage que Curtil d'habitude assure sur les numéros musicaux. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Enfin, on se rassure en disant qu'on trouve toujours pire. C'est une vie d'esclave. Pour nous, on galère trop grave. Dans ce monde. No, God! No, God, please, no! Niveau adaptation, on retrouve dans cette suite les expressions clés de la saga traduites de la même manière que dans le 2, ce qui laisse à penser que l'hypothèse « on veut franchiser Austin Powers » était la bonne. Pour le reste, c'est toujours du très bon. Les dialogues sont savoureux et les gags sont bons. Les chansons du film ont également été traduites, ce qui, on l'a vu, n'est pas toujours du meilleur goût. Il n'était pas là pour m'emmener au gala, changer mon caca. On peut également parler de la scène en argot british qui a été, je trouve, retranscrit à merveille. Are you telling pork pies in a bag of trout? Because if you are feeling quickly, why not just have a J. Arthur? What, Billy, no, mates? Too right, you. J'allais leur faire avaler 20 cm de viande sans os. Arrête de pipoter ton mioche, si ton manche te démange, t'as qu'à le faire reluire tout seul. Les zigs sans une frangine. Un peu, mon neveu. Cerise sur le gâteau, un effort notable a été fait sur l'incrustation visuelle d'une scène pas forcément facile à adapter, mais ils s'en sont très bien sortis. Please eat what? Attends. Il a dit veuillez manger un peu de cacao au shiitake. Your ass is happy? Non. Il a dit quel culot, vous devriez démontrer ça. Terminons avec les actes. Michael Caine est doublé par Michel Royer, un acteur que j'adore, surtout quand il double Saruman, et Beyoncé est doublée par Mike Dara, une formidable actrice dont j'ai déjà parlé dans cette émission, excellente en voix de Whoopi Goldberg, Pam Grier, Queen Latifah, Courtney Cox, Madonna et j'en passe. Parce que je suis Foxy Cléopatra, et crois-moi, je suis une sacrée nana. J'en profite pour faire un petit aparté sur les chanteurs et chanteuses au cinéma, et comment les doubler. L'exercice est très complexe parce que, à l'inverse des acteurs américains, les chanteurs et chanteuses, on connaît leur voix par cœur. À force de l'entendre à la radio, à la télé, au supermarché, sur YouTube, au bout d'un moment, c'est ancré dans notre esprit. Et ça devient très compliqué de trouver une bonne voix française, qui plus est si on l'a, elle aussi, déjà entendue ailleurs. Alors des fois, on trouve le truc qui marche, comme par exemple Alexis Thomasian sur Justin Timberlake, et des fois, c'est un foirage intégral, comme ce même Alexis Thomasian sur Eminem dans 8 Mile. Et surtout si on laisse les battles de rap en VO, ça n'aide pas du tout.
La perception de ce genre d'exercice reste malgré tout très subjective, encore plus qu'à l'accoutumée avec le doublage. Ça va dépendre de si vous aimez le chanteur, si vous écoutez souvent ce qu'il fait. Et moi par exemple j'ai aucun atome crochu avec Beyoncé et j'écoute assez peu ce qu'elle fait, donc l'avoir doublé en français, qui plus est par Mike Dara qui est une excellente actrice, bah ça me choque pas plus que ça. Après j'imagine que ça dépend de vos inclinaisons musicales. Bon en somme, la VF de Goldmember est une réussite, en tout cas autant que peut l'être la VF d'un film comme Goldmember. Bon alors au final, est-ce qu'il faut regarder la trilogie des Austin Powers en VF ? Franchement ouais, carrément. J'ai chipoté de manière mesquine sur plusieurs points au cours de cette émission. Discontinuité vocale, Emmanuel Curtil sur le Docteur d'Enfer, quelques bricolages hasardeux de l'adaptation française et le fait de doubler des chanteurs, mais en vrai, tout ça n'est pas important. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le re-redis, un bon doublage est un doublage qui ne se remarque pas. Aussi, quand on double une comédie ou qu'on est face à une comédie doublée, on n'a selon moi qu'une seule question à se poser, est-ce que c'est rigolo ? Il faut certes que les références et les jeux de mots soient correctement retranscrits dans la mesure du possible, mais si les comédies ne se basaient que sur ça, ça se saurait. Il faut que les échanges entre les personnages marchent, qu'on ait une vraie alchimie visible ou plutôt audible à l'écran, que les échanges soient rythmés et qu'on se marre. Alors au final, peu importe que Austin Powers et le Docteur d'Enfer changent de voix entre le premier et le deuxième film. Les deux films ont déjà un ton suffisamment différent pour que le changement ne soit pas choquant. Peu importe que Curtil ne soit pas un aussi bon Docteur d'Enfer que Lucine, il a malgré tout pour lui de très grands moments de rire. Et que Beyoncé soit doublée ou non... Est-ce que ça rend son personnage moins attachant ? Je ne pense pas, non. Personnellement, et quand elles sont réussies bien sûr, je préfère regarder les comédies en VF. Voir des personnages s'envoyer des vannes et des fions dans mon vocabulaire de tous les jours, ça me fait énormément rire. Et puis je déteste quand des sous-titres me balancent la chute d'une vanne 3 ans avant les personnages. La VF de la trilogie Austin Powers est une réussite, et pour toutes ces raisons, je ne peux que vous la recommander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que mon avis n'est pas parole d'évangile. Si vous trouvez que Gérard Lucine est un piètre Docteur d'Enfer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à m'incendier parce que j'ai osé dire du mal d'Emmanuel Curtil. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Il n'y a que comme ça que Parlons VF se fera connaître. Et se faire connaître, eh ben c'est bien sur YouTube. N'hésitez pas également à me soutenir sur Tipeee, c'est toujours très sympa. Et puis il y a des contreparties plutôt cool pour les tipeurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. Salut!